Je voudrais terminer le chapitre 8 avec une petite discussion sur les aimants permanents. Jusqu'à maintenant, dans le chapitre 8, on a dit que les sources de champs magnétiques, c'était des courants électriques, donc des boucles de courant. Donc, on a parlé des électroaimants. Mais on connaît tous, on est familier avec les petits aimants qu'on utilise, qui ne sont pas alimentés par une source de courant électrique. D'abord, vous savez que la matière est constituée d'atomes et dans un atome, qu'est-ce qu'on a? On a un noyau atomique et on a des électrons autour de ce noyau-là. Les électrons sont en mouvement, ils se déplacent. Donc, vous voyez, en fait, les électrons, c'est des charges. Puis comme ils sont en mouvement autour du noyau, qui se déplacent, bien, on peut dire que c'est des courants. Donc, en fait, dans les atomes, on peut dire qu'on a un courant électrique, on a des charges qui se déplacent. Plus que ça, en fait, les électrons, même, ils se déplacent en tournant autour du noyau. Donc, en fait, c'est comme des boucles de courant. En plus de ça, les électrons ont une propriété quantique qu'on appelle le spin. Alors, le spin, ça confère aux électrons un champ magnétique permanent, un champ magnétique intrinsèque. On peut dire que chaque électron, c'est un peu comme un petit aimant, si vous voulez, qui produit un champ magnétique. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant dans les atomes? Les atomes ont en général plusieurs électrons, à part l'hydrogène. Donc, les champs magnétiques produits par les différents électrons, à la fois par leur spin et aussi leur mouvement orbital, vont s'additionner. Ce qui va arriver, c'est qu'il y a certains atomes qui vont avoir un champ magnétique résultant qui va être nul, parce que dans le fond, il y a beaucoup d'électrons, puis le champ magnétique produit par l'ensemble de ces électrons-là est orienté de toutes sortes de manières, donc ça finit par s'annuler. Donc, ces éléments-là vont être non magnétiques. D'autres atomes vont avoir un champ magnétique résultant. Donc, à cause du type d'orbital, du nombre d'électrons, etc., ça va faire en sorte que la somme des champs magnétiques produits par les électrons ne sera pas égale à zéro. Donc, on va avoir un champ magnétique résultant. Ces atomes-là, donc, ils produisent un champ magnétique permanent, résultant, qui est orienté dans une certaine direction. Donc, on peut voir ces atomes-là un peu comme un aimant avec un pôle nord puis un pôle sud. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant lorsqu'on a des atomes produisant un champ magnétique? On les met ensemble dans un morceau d'un certain matériau. Prenons l'exemple de l'aluminium. Alors, l'aluminium est une substance, on dit qu'elle est paramagnétique parce que les atomes d'aluminium donc produisent un champ magnétique résultant. Alors, on peut voir les atomes un peu comme des petites boussoles ou des petits aimants, si vous voulez, avec un pôle nord et un pôle sud. Alors, ils sont représentés ici. Mais dans un morceau d'aluminium, il y a beaucoup d'atomes d'aluminium, et même si chaque atome produit un champ magnétique résultant, quand on les met ensemble, à cause de l'agitation thermique, donc à cause de la température, les atomes vont bouger, vont vibrer, vont tourner aussi, et en général, ils vont être orientés dans n'importe quelle direction, ça va être aléatoire, et donc au total, le morceau d'aluminium va produire un champ magnétique résultant qui va être nul. Donc, ça, c'est en situation normale. Mais si on met l'aluminium dans un champ magnétique extérieur, bien là, ça va faire un peu comme des aiguilles de boussole. Les atomes vont s'orienter avec le champ magnétique extérieur. Donc, c'est ce qu'on a ici à gauche, par exemple. Donc, on a un paquet d'atomes orientés dans la même direction. Et donc là, leur champ magnétique va s'additionner et ça va donner un champ magnétique résultant. Sauf qu'en fait, en général, pour une substance paramagnétique comme l'aluminium, l'effet est très très faible. On dit ici dans le texte, là, c'est de l'ordre de 1 cent millième du champ extérieur. Pourquoi? C'est à cause de l'agitation thermique. C'est qu'en fait, c'est un peu un combat, si vous voulez, entre la tendance à s'aligner avec les lignes de champ extérieur et puis le mouvement qui est dû à la température, donc l'agitation thermique. Donc les atomes s'aligne assez mal, disons, avec le champ extérieur, donc ça fait un effet qui n'est pas très important. D'ailleurs, donc, si on essaie, on l'a vu dans d'autres capsules, si j'approche un aimant de morceau d'aluminium, je ne peux même pas sentir de force d'attraction, en fait, donc ça montre que l'effet est vraiment très très faible. Par contre, si on refroidit une substance paramagnétique, ben, plus on refroidit, moins il y a d'agitation thermique. Donc, l'effet devient de plus en plus important. Il y a même une température seuil qu'on appelle la température de Curie. Si on refroidit en bas de la température de Curie, le matériau devient ferromagnétique. Donc, on va en parler tantôt du ferromagnétisme, c'est-à-dire que donc le matériau devient
facilement magnétisable, et là, le champ magnétique qu'il va produire va être beaucoup plus important. Un exemple d'un élément qui est paramagnétique, c'est l'oxygène. Donc, l'oxygène, à la température de la pièce, a des propriétés magnétiques, mais très très faibles. Ici, dans l'expérience qu'on va voir, on a un aimant. Donc ça ici, c'est un aimant. Et on commence par verser sur l'aimant de l'azote, donc de l'azote liquide. Pourquoi de l'azote liquide? Parce qu'en s'évaporant, l'azote se refroidit, donc il devient très très froid en fait. Et l'azote est un exemple d'élément qui est pas magnétique du tout. Donc on va commencer par l'azote. On va voir ce qui se produit. Donc c'est vide là, entre les deux pôles de l'aimant. Ça sert aussi, bon, on refroidit les aimants ici, mais vous voyez que l'azote tombe tout simplement entre les deux pôles, donc pas magnétique du tout. Cette fois-ci, on a de l'oxygène liquide, donc encore très très froid. Et alors vous voyez que l'oxygène se colle sur l'aimant. Il est liquide évidemment, mais donc en dessous de sa température de Curie, parce qu'ici l'oxygène est très très froid, donc il est en dessous de sa température de Curie, donc l'oxygène devient ferromagnétique. Donc à ce moment-là, il devient fortement magnétisé et il est retenu par les pôles de l'aimant. Parlons justement du ferromagnétisme. Alors le ferromagnétisme, on l'appelle comme ça à cause du fer, en fait, qui est le meilleur exemple, le plus commun de substances magnétiques. Donc le fer, à la température de la pièce, il est en dessous de sa température de Curie. Sa température de Curie, en fait, c'est 770 degrés Celsius. Donc aux températures normales, le fer est en dessous de sa température de Curie, donc il est ferromagnétique. Donc, le fer produit un champ magnétique permanent. Ces atomes produisent un champ magnétique permanent. Et puis en plus, donc, lorsque les atomes sont ensemble dans le métal pour former, mettons, un petit échantillon de métal, les spins de leurs électrons ont tendance à s'aligner. Donc, ça fait que tous les atomes s'alignent dans la même direction, donc on a un champ magnétique résultant dans une direction. Sauf que le fer n'est pas un aimant permanent, c'est-à-dire que même si les spins s'alignent dans une même direction, si je prends un morceau de fer dans mes mains, ce n'est pas un aimant. Pourquoi? Parce que les atomes s'organisent en domaines à l'intérieur. Donc on essaie de le montrer ici, là. Donc les flèches représentent, disons, la direction du champ magnétique. Alors on a un petit domaine. Typiquement, c'est à peu près peut-être un dixième de millimètre, où ce que là, on a un champ magnétique résultant produit, ici, ça serait vers le bas, mais le domaine d'à côté, il est vers la gauche, un autre qui est vers la droite, donc un gros morceau de fer, a un champ magnétique résultant qui est nul. Par contre, quand on le met dans un champ magnétique extérieur, comme ici, là, les domaines se réalignent et là, ça va produire un champ magnétique résultant. Et c'est très important, l'effet, là, on l'a écrit ici, le champ magnétique est à peu près 10 000 fois, de l'ordre de 10 000 fois le champ magnétique extérieur. Donc, ça veut dire que le champ produit est beaucoup plus fort que le champ extérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se sert souvent de fer ou de matériaux du genre pour mettre dans le cœur des solénoïdes, par exemple. Donc, on va avoir un solénoïde qui produit un champ magnétique, mais à l'intérieur, au lieu de le laisser vide, on va le remplir de fer. De cette manière-là, ça va augmenter le champ magnétique qui est produit par le solénoïde. Donc, le fer, par contre, ça ne sera pas un aimant permanent parce que aussitôt qu'on va enlever le champ magnétique extérieur, l'agitation thermique va avoir tendance à réaligner les domaines, c'est-à-dire les domaines vont revenir un peu comme ils étaient ici, donc le fer va perdre son champ magnétique. Ce ne sera donc pas un aimant permanent. En réalité, il va garder, en général, il garde une légère petite propriété magnétique durant un certain temps, mais ça ne sera pas très fort. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'éléments qui peuvent être magnétisés dans un champ magnétique extérieur, mais quand on enlève le champ magnétique extérieur, ça redevient non magnétique. Mais aussi, on peut aussi fabriquer des composés chimiques qui vont être magnétisés, mais qui vont garder leur propriété magnétique. C'est-à-dire, on le met dans un champ magnétique extérieur, les domaines s'alignent, puis la substance va garder son champ magnétique même après qu'on ait enlevé le champ magnétique extérieur. D'ailleurs, il y a certains oxydes de fer qui ont cette propriété-là. Un exemple, c'est la magnétite.
formule chimique Fe3O4. Donc ça, c'est en fait les premiers aimants qui ont été découverts dans le sol, dans les mines, qui ont mené à la découverte du magnétisme. Donc ces pierres-là ont la propriété de garder leur champ magnétique lorsqu'on les expose à un champ magnétique extérieur. On pense que ce qui les a magnétisés au départ, c'est probablement la foudre, enfin c'est l'hypothèse la plus généralement acceptée, là, la foudre qui a frappé à cet endroit-là. Et la foudre, c'est un fort courant électrique qui produit aussi un champ magnétique important. Donc on pense que c'est ce qui aurait magnétisé au départ certaines pierres de magnétite.